Gracias a Monica Freri pour l'invitation. Non, et merci à toi d'abord, tu sais, Gracias a vosotros. pour être là. Et avant, tu sais, je dois remercier les institutionnels, ça veut dire l'ambassade de France, l'Institut français, le FILBA, le bureau du livre où il y a Matteo Shapire, qui nous a fait le plaisir de nous proposer que tu puisses venir là. Tu sais, nos rencontres, c'est toujours là, c'est grâce à plusieurs gens. Et aussi grâce à Actes Sud qui nous a fait parvenir les livres, quelques exemplaires pour que je puisse lire au dernier moment, puisque tu as donné ta confirmation, ça fait une dizaine de jours, donc voilà. Et grâce à toi, Nancy, grâce à toi, parce que tu as dit oui. Donc, pour cette aventure, de transmettre, tu sais, ça change quand on est comme ça face au lecteur, ça fait plaisir, c'est autre chose, c'est plus vivant. Et donc, bienvenue à Buenos Aires. Et nous allons commencer, si tu veux. Alors, j'ai cherché des biographies un peu pour essayer de te présenter, mais la plupart des personnes qui sont là t'ont lu, donc c'est déjà la meilleure présentation. N'est-ce pas? C'est la meilleure présentation, effectivement. Donc j'ai cherché, il y a une petite biographie, il y a quelque chose qui m'a plu. Alors, dit l'autrice écrivaine franco-canadienne Nancy Houston compose un ensemble choral dont les multiples voix, plutôt des femmes, et multiples formes, pièces de théâtre, essais, romans, chante et traverse, porte et dissèque les thèmes majeurs de son œuvre. Mémoire, identité, maternité, sexualité, création artistique, violence historique ou généalogie de la violence ou les transgénérationnels, sans oublier que tu es une musicienne. Alors, ça, c'est la référence écrite. Mais j'ai une autre référence. Alors, tu sais que nous avons une amie en commun, c'est Karine Henry de la librairie Comme un roman à Paris, avec laquelle nous faisons un pont culturel. Et donc, je lui ai demandé, Karine, dis-moi, qui est Nancy Houston? Alors, elle m'a dit comme ça. Nancy, c'est quelqu'un de vrai et elle est une artiste. C'est-à-dire, donc, alors explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de vrai? Alors, elle me dit, bon, ça veut dire qu'elle dévoile une grande sincérité authentique et qu'elle ne se cache pas en tant qu'écrivaine. Est un être en quête perpétuelle de spiritualité et de soi à travers la création littéraire pour comprendre et nous faire comprendre de quoi sommes-nous construits en tant qu'êtres humains. Donc, voilà. Merci, Karine. Et alors, tu habites à Paris, tu es née au Canada, tu as vécu aux États-Unis, tu habites à Paris depuis 1970. 13. 1973. Donc, en ce moment, ça fait exactement un demi-siècle. Incroyable. Alors, est-ce que tu peux nous évoquer, parce qu'on parle toujours de mai 68, tu étais post-mai 68. Comment était l'ambiance? Qu'est-ce que tu as ressenti en tant que jeune fille arrivant à Paris? Est-ce que tu parlais la langue? Tu parlais le français? Voilà, pourquoi tu es restée à Paris? Qu'est-ce que t'a attaché? Oui, c'était une ambiance politique, très très politisée, très verbale. Je crois que je suis tombée amoureuse du militantisme masculin, entre autres, de l'éloquence passionnée de tous les garçons qui étaient tantôt maoïstes, tantôt trotskistes, tantôt communistes, PSU, etc. J'étais éblouie. Et je crois que c'est véritablement le besoin de me détruire en tant que
petite fille anglophone complètement fragile et vulnérable et blessée par ce que j'avais vécu jusque-là, et de me draper d'oripeaux francophones, théoriques, de toutes les théories possibles, psychanalyse, théorie marxiste, théorie féministe, théorie philosophique, et tout ça, et sémiotique, et donc je commençais à... Oui, je parlais déjà le français assez bien. Je ne connaissais pas encore l'imparfait du subjonctif. Mais je me débrouillais, je me plus que débrouillais. Et puis surtout, je savais écouter. Et donc j'absorbais, j'étais une éponge. Et je me suis très rapidement transformée en petite intello française qui parlait aussi beaucoup et qui avait beaucoup de convictions. Et donc je me rappelle par exemple que je suis retournée 1 an ou 2 plus tard dans le New Hampshire où habitait ma famille, et mon père m'a écouté déblatérer comme ça des insanités marxistes, et il a été très poli. Et il a dit oui, c'est juste personnellement je me méfie de toute construction intellectuelle qui prétend tout expliquer. Et j'ai gardé cette phrase. J'étais fâchée parce que pour moi, évidemment, le marxisme expliquait tout. Et ça a duré quelque temps, quoi. Mais je suis reconnaissante à mon père d'avoir dit ça avec beaucoup de diplomatie et de douceur. Il n'a pas dit bullshit, il n'a pas du tout dit ça. Et donc, il a écouté, on a discuté, etc. Et ça, c'était les toutes premières années. Donc 73, je suis tombée... moi, j'habitais avec quelqu'un déjà à New York. J'étais dans un univers de gens beaucoup plus âgés que moi. J'étais déjà totalement adulte, c'est-à-dire adulte, revenu de tout, cynique, suicidaire, anorexique. J'étais vraiment une fille à qui me comparer, je ne sais pas... Sarah Kane, un peu, vous voyez, j'étais vraiment très destroy à 19 ans, et donc en fait, ça m'a donné une raison de vivre, l'idée de la révolution. Comme à beaucoup de gens d'ailleurs, ça donne une raison de vivre, c'est important comme facteur de pourquoi ça marche, pourquoi est-ce qu'on embarque dans des philosophies toutes faites ou des idéologies, des mouvements comme ça. Ça fait du bien. J'avais jamais défilé, en fait. Peut-être 1 ou 2 fois contre la guerre du Vietnam, mais j'avais jamais participé à des vraies manifestations. Ici, j'ai participé à une manifestation l'autre jour à la place à Dommage. J'étais très émue. C'est vrai? Oui, j'ai acheté un foulard Ni una menos. Très, très beau foulard. Ouais, c'est important. Justement, après, non mais justement après 2 ou 3 ans où j'étais avec ce garçon français, donc j'avais quitté mon chéri new-yorkais, on s'était séparés et j'ai embarqué dans cet univers avec un jeune berrichon, quelqu'un qui était d'origine de la région qui était destiné à devenir ma région en France, le centre, le Cher. Il avait grandi là-bas, mais il était à l'école normale supérieure et spécialiste du Marquis de Sade, et donc il m'a fait lire le Marquis de Sade et Georges Bataille et tout ça, et j'ai appris que en fait la transgression c'est la source de la jouissance, etc. Donc j'ai dit d'accord, j'avais compris ça, d'accord. Okay. Donc pas se suicider, c'est faire la transgression. Oui, et puis comment est-ce qu'on concilie ça avec la révolution marxiste? C'est pas évident non plus, mais dans sa tête ça devait fonctionner, je ne sais pas. Et au bout de quelques années, très peu d'années, donc en peut-être 76, c'est vraiment grâce à Bernard-Henri Lévy, parce que mon copain était dans un journal de gauche que Bernard-Henri Lévy, BHL, avait fondé, qui s'appelait L'Imprévu, et qui a duré 11 jours en tout. Mais du coup, j'avais rencontré Bernard-Henri Lévy, et son ex-femme m'a contactée quand on a créé la revue Sorcière.
C'est donc en 76 pour que je fasse des critiques de livres, les livres de femmes qui étaient traduits des États-Unis. Donc Kate Millett, Anais Nin, etc. Et ça a changé ma vie en fait. Je suis entrée dans le comité de lecture de sorcières à 23 ans. Et tout d'un coup, je commence à entendre un autre son de cloche, un autre militantisme, mais qui relève de la sororité et qui est très critique en fait vis-à-vis de ces marxistes excités parce qu'elles ont vu mai 68, elles ont vu comment ça se passait, que les révolutionnaires prenaient toute la place, les hommes, il n'y avait jamais le temps, la place ou l'écoute pour ce que pouvaient dire les femmes. Elles se contentaient de servir le café quand les guerriers étaient fatigués, elles apportaient le café comme d'habitude. Et donc j'ai appris qu'il y avait eu des gestes féministes très importants à Paris, notamment à une manifestation à l'Arc de Triomphe pour dire il y a plus oublié, plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme. Intéressant. C'était intéressant. Incroyable. Et puis il y avait eu la pétition des 343 salopes, qui étaient les femmes qui avaient signé pour dire qu'elles avaient avorté. Même si c'était pas vrai, elles disaient qu'elles avaient avorté parce qu'elles étaient très célèbres et elles prêtaient leur notoriété à ce mouvement très important pour le droit à l'avortement. Et donc, j'ai quitté mon sadien. Il n'était pas sadique, il sadien. Et j'ai commencé à vraiment militer. C'était ça l'ambiance de mes premières années. J'étais d'autant plus exaltée que j'ai commencé à écrire directement en français et à publier en français. Je n'ai plus utilisé ma langue maternelle pendant des années, sauf pour l'enseigner au ministère des Finances. Voilà. Incroyable. Alors, dans ton livre Nord perdu, tu dis que Barthes t'a appris à lire le monde comme un texte. Alors, lire le monde comme un texte, Nancy, comment tu l'as vu cette phrase en tant qu'écrivaine, en tant qu'artiste? Quel élan cette vision a donné à ta recherche? Oui, j'ai beaucoup pris de distance vis-à-vis de Roland Barthes, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être acceptée dans son petit séminaire dès 75. Donc j'ai passé 2 années dans le petit séminaire de Barthes. J'avais entre 22 et 24 ans, j'étais toute jeune. J'étais fascinée par lui, par l'ambiance qu'il y avait, et moi j'étais fascinée aussi par mon projet sur l'interdiction linguistique, sur le tabou qui est devenu dire et interdire, un livre qui continue d'être édité. Je suis très très contente de ça. Donc sur pourquoi toutes les langues ont des jurons, des domaines de linguistique de langue qu'il faut pas prononcer. Barthes, quand je le voyais en tête-à-tête pour mes séances de conseil, de surveillance de ce mémoire, je crois que ça l'ennuyait profondément. Et donc, je me souviens, il fumait un cigare comme ça, et il disait, oui, c'est très, très intéressant. Il faut continuer. Mais t'étais très belle, donc... Il s'intéressait pas du tout aux femmes. Moi, il s'intéressait à moi parce que je ressemblais à un garçon, en fait, à cette époque-là. J'avais oui, je pense. J'étais très masculine. J'avais les cheveux très courts et j'étais très maigre, donc je pense que oui. Okay. Il couchait avec certains élèves, mais pas des femmes. Okay. Bon, ça c'est entre parenthèses. Vous n'étiez pas au courant. Et la phrase que j'ai gardée de Barthes, je crois la plus importante, c'est que là où il y a la nature, cherchez l'histoire. Et donc c'est ça que je veux dire il m'a appris à lire le monde comme texte, et je continue de lui être très reconnaissante pour cette raison-là, c'est-à-dire les choses qui semblent aller de soi, en fait, pour les gens qu'on take for granted, comme ça, qu'on prend pour acquis. En fait, c'est la résultante d'une longue histoire de choses qui ont été mises en place et qui ont été décidées, parfois par les gens au pouvoir, parfois par les petits gens, enfin, selon le niveau dont on parle.
Et ensuite, on le présente, c'est comme ça qu'est le monde. Et quand on voyage, on voit que c'est très variable, ce qui est acceptable, ce qui est admis, donc ça dépend, c'est construit. C'est beaucoup de choses qu'on pense sont données, sont construites. Le fait que ce soit l'unique rôle de la femme d'être mère, c'est un truc qui peut paraître évident et naturel et qui est complètement construit aussi. On peut donner des exemples, des milliers d'exemples. Un des séminaires de Barthes, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième année, je pense que c'était la première, c'était « Tenir un discours ». Le titre, c'était « Tenir un discours ». Pour moi, ça ne voulait rien dire, ça voulait dire parler, en fait, tenir un discours. Et il m'a sensibilisée, encore aujourd'hui, je lui suis reconnaissante, au moment dans l'échange où quelqu'un commence à tenir un discours. Making a speech, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, j'ai mon idée toute faite, je veux vous convaincre, on n'est plus dans un échange égalitaire, exploratoire, etc. Tout d'un coup, je commence à t'asséner ma vérité. Et ton corps, dans ton corps aussi, non? Parfois, ça s'accompagne de gestes aussi, mais ça s'accompagne souvent de ce qu'il appelait des terrorèmes, des unités de terreur dans le langage, les terrorèmes. Donc, à l'époque, comme il analysait aussi le discours marxiste que tenaient mes petits copains Trotz et Mao, etc., et là, ça m'a guéri définitivement de cette fascination. Parce qu'on disait, ah oui, les laquais de l'impérialisme américain, etc. Donc, ça, c'était un terrorème. Vous voyez, c'était une unité de discours. C'est important. Oui, c'était très important. Et donc, maintenant, quand j'écoute France Culture, par exemple, et on est en train d'interviewer des spécialistes, économistes ou philosophes, etc. Et j'écoute comment ils tiennent un discours, et les Français sont très conscients de leur langage, de leur éloquence. Et donc, ils disaient « Ah oui, c'était absolument considérable ». Absolument Qu'est-ce considérable. Que ça veut dire? Oui. Hello. Mais voilà. En fait, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont ridicules souvent. Alors, tu évoquais que quand tu es arrivée en France, tu parlais justement, tu adorais le français parce que les Français étaient la langue d'une terre neuve. Mais après, tu es revenue ensuite, plus tard, à la langue anglaise. Pourquoi ce retour? Et en plus, tu traduis toi-même tes livres. Oui, d'abord l'un, ensuite l'autre, évidemment, oui. Ça veut dire, je l'ai un tout petit peu raconté l'autre soir ici. J'ai traversé une crise, heureusement. J'ai traversé une crise. Il y a un proverbe africain que j'ai fait mien, qui est « La vie nous fait des cadeaux en bien et en mal ». Tu les répètes? La vie nous fait des cadeaux en bien et en mal. Si vous pensez à Frida Kahlo, elle a eu un accident de tramway. Elle n'aurait pas eu cet accident de tramway, vous ne sauriez pas qui est Frida Kahlo. Ça, c'est certain. Et donc, moi, en 86, j'avais 32 ans. Pour une raison mystérieuse, j'ai commencé à ne plus sentir d'abord mes pieds, ensuite mon sexe, ensuite j'ai perdu les jambes, c'est monté. Je sentais plus rien de tout le bas de mon corps. Donc on m'a envoyé à l'hôpital pour une ponction lombaire et j'avais une infection de la moelle épinière. Une dysplasie de la moelle épinière d'origine inconnue. Donc on n'a jamais su ce que c'était, mais on a su que c'était grave. Donc on m'a dit, si ça continue, c'est la sclérose en plaques. Si vous avez une deuxième poussée, ça veut dire que c'est la sclérose en plaques. Donc c'était un truc un peu waouh, comme ça, impressionnant. Et en même temps, je n'avais pas mal. C'était le contraire de la douleur, c'était la non-sensation.
Donc, je marchais difficilement. J'ai fait cours à la maison pendant toute cette période. Je recevais mes étudiants de Columbia à la maison. J'étais prof à Columbia à ce moment-là. Et j'ai surtout eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et Susan Sontag disait, elle était en colère quand on considérait la maladie comme métaphore, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai trouvé très enrichissant de penser à cette maladie comme une métaphore. Et je l'ai interprétée de la façon suivante, que j'avais gelé mes racines. Je me sentais comme un arbre dont les racines étaient gelées. Ensuite, ce n'est pas que je sois revenue tout de suite d'un jour au lendemain à la langue anglaise, mais c'était la première prise de conscience que, en fait, mon enfance, j'avais gelé, j'avais mis au congélateur, et que si je continuais de fonctionner comme cette petite intello française très très débrouillarde, etc., j'allais jamais écrire de roman digne enfin vraiment de valeur. Digne de toi. C'est pas digne de moi, mais qui puisse toucher les gens en profondeur. Parce que si vous restez dans le côté complètement cerveau gauche, intellectuel, etc., et que vous coupez votre accès à vos propres émotions, en fait, les gens le sentent et ils restent aussi à la surface. Mes émotions étaient en anglais, mais j'avais maintenant 10 ans derrière moi, 13 ans derrière moi de vie en français. Donc j'avais fourbi mes armes littéraires en quelque sorte. J'avais déjà publié un certain nombre de livres, pas mal de livres. Et le temps était passé. J'avais peut-être la possibilité de écrire dans ma langue maternelle. Et c'était une sensation incroyable quand j'ai pris cette décision de parler de mon pays, de l'Alberta, de l'histoire de l'Alberta. Je dois ajouter qu'il y a une rencontre amicale, amoureuse, qui a été hyper importante à ce moment-là, avec un Haïtien, un poète et homme de théâtre, Jacques-Ray Charlier, qui a fait mon éducation politique à ce moment-là, parce que je n'avais pas vraiment, dans mon éducation sympathique et même assez solide que j'avais subie au Canada, dans le New Hampshire et à New York, on ne m'avait jamais parlé de colonialisme, de l'esclavage, de la révolution industrielle comme un résultat de l'esclavage, etc. Et donc je n'avais pas compris l'histoire du Canada et de chez moi comme faisant partie de la même histoire qu'Haïti. Et comme Jackie était très très politisé et très loquace, on a beaucoup discuté, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu surtout grâce à lui, et j'ai compris des choses qui ont changé ma vie pour toujours. Donc le tournant de ma quarantaine, quand je publie Cantique des plaines en anglais et en français en même temps, et après avoir écrit pour la première fois dans ma langue maternelle, mais c'est aussi un tournant politique où je cesse de déblatérer des insanités marxistes et je commence à essayer de comprendre le monde à travers cette histoire-là dont je fais partie. Et dont vous faites partie aussi, bien sûr, ici dans cette salle. On est tous les enfants de ces conquêtes. Et c'est curieux parce que j'étais donc l'épouse de Todorov pendant tout ce temps, et il avait écrit La conquête de l'Amérique. Mais et je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez lu. Je l'ai non seulement lu, je l'ai lu en manuscrit, j'ai traduit des grands chapitres, etc. Je le connaissais bien, mais c'est une approche plus sémiotique que politique. Donc maintenant j'avais un autre angle d'attaque aussi. C'est ça. Après, en fait, quand j'étais tellement heureuse de pouvoir écrire ce livre en anglais, avec des phrases longues, ininterrompues, qui s'étendent jusqu'à l'horizon comme les plaines de mon enfance, etc. Et en fait, personne n'en a voulu, ni en anglais, ni en français. Ça a été refusé par toutes les maisons d'édition les unes après les autres. Et donc pendant 2 ans, j'étais assez déprimée.
Et qu'est-ce qu'il disait quand il refusait? Alors, les éditeurs français l'ont refusé parce que j'ai pris un agent pour le vendre, parce que je connaissais personne dans le monde anglophone. Donc, du moment que je prenais un enfant, en France, c'est très très mal vécu, surtout à l'époque, il y avait très peu d'auteurs qui avaient des agents. Donc, elle a dit, mais pour qui se prend-elle avec ses chiffres de vente, cette petite, n'importe quoi, nous soumettre Donc, le Seuil a dit non, Gallimard a dit oui puis non, Grasset oui puis non, etc. Et il disait oui quand ils lisaient le livre, et puis il disait non quand ils ont vu le contrat d'un agent, quoi. Et donc, 17 maisons en tout l'ont refusé. Et finalement, c'est Actes Sud qui l'a accepté. Donc, c'était aussi un cadeau en mal, finalement, parce que ça a été le début d'une nouvelle vie avec Actes Sud. Et puis, ça a été accepté en même temps au Canada. Vous allez rire encore, parce que c'est donc paru dans une maison anglophone et dans une maison francophone au Canada. C'est la version française qui a eu le prix du gouverneur général, qui est le Goncourt. Il y en a un pour un livre en français, un pour un livre en anglais. Pour une fois que j'avais écrit en anglais, ça gagne le prix en français. Et il y a eu une pétition des éditeurs québécois contre moi, parce que je n'étais pas une Québécoise, je n'étais pas une Canadienne française, j'étais les deux ennemis, les anglophones et les Parisiens. Donc, il y a eu une grande controverse, mais on ne m'a pas enlevé mon prix. Et finalement... Mais ça t'a fait circuler ton sang à l'intérieur, tous ces basculements, tous ces mouvements. Parce qu'après, ça y est. J'étais pas bien. Je me rappelle... Ouais, non, c'était pas bien. Et comment c'est que tu as commencé à être bien? Eh bien, toujours il y a des hauts et des bas, mais disons, le Québec, avec le temps, ils ont compris qu'en fait, je connaissais très bien le Québec, que ma mère y habite depuis toujours. En fait, elle était à Montréal toute sa vie. Mon frère est à Montréal, j'ai beaucoup d'amis, j'ai collaboré avec des revues féministes québécoises, etc. Donc en fait, ils ont compris que j'étais à l'aise, oui, j'étais déjà dans la famille. Alors, Nancy, le thème du FILBA, du Festival international de Buenos Aires, c'est la machine humaine. Et c'est un sujet que tu évoques dans ton livre Ligne de faille, à travers un enfant de 6 ans, Sol, c'est le raccourci de Solomon, et qui écoute la conversation entre son père, Randall, et sa grand-mère, Sadie. Alors, il lui parle et il dit, Randall évoque la fabrication de nouveaux robots guerriers. Est-ce que tu peux lire? Je vais lire. Elle va lire l'extrait, n'est-ce pas? Avec plaisir. Merci. Talon va révolutionner la guerre moderne, dit papa. Le talon de qui? Demande mamie Sadie. Ça, c'est donc la mère du père, sa grand-mère. Pas le talent, Talon, le nouveau robot guerrier. Des robots guerriers? C'est ça que tu fais, Randall? Tu fabriques des robots guerriers? Non, je ne les fabrique pas moi-même. Mais notre boîte est une des boîtes à Silicon Valley à avoir été choisie pour développer certains aspects de la technologie. La maison mère se trouve sur la côte est, dans le Massachusetts. Elle est reliée aux entreprises qui font des recherches pointues en robotique un peu partout dans le monde, en Écosse, en Suisse, en France, en Allemagne aussi. Hein. Je ne t'ai pas demandé un organigramme, dit Mamie Sadie. Raconte-moi plutôt en quoi consiste ce talon. Eh bien, franchement, poursuit papa, visiblement enthousiaste, ils sont assez fantastiques. On dirait qu'ils sortent tout droit de la guerre des étoiles. Ils ont tous les avantages des êtres humains sans les inconvénients. À savoir. Eh bien, ils ne meurent pas. Ce qui veut dire qu'ils ne laissent pas derrière eux des veuves éplorées, des orphelins à qui il faut payer une pension pour le reste de leur vie. On évite le syndrome du rapatriement des corps, les gens bouleversés par le nombre de victimes américaines. Je vois.
B. Ils n'ont aucun besoin physique ni psychologique, ce qui réduit spectaculairement nos dépenses. Plus la peine de les abreuver constamment de nourriture, de boissons, de sexe et de psychothérapie post-traumatique. C. Ce sont d'excellents guerriers, mobiles, précis, impitoyables. Ils sont équipés de caméras, alors on voit tout ce qu'ils voient. On peut les diriger avec une télécommande, leur donner l'ordre de viser et de tirer. D. Ils n'ont pas les jetons, c'est-à-dire ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas les jetons, c'est une façon. Ils n'ont pas d'amoureuse qui les attend au pays. Ils se foutent éperdument des droits humanitaires de l'ennemi. En un mot, ils n'ont pas d'émotion. Ni colère, ni peur, ni pitié, ni remords, ce qui naturellement augmente leur efficacité comme guerriers. Maintenant qu'il est lancé, dit l'enfant, j'ai l'impression que papa pourrait faire tout l'alphabet avec la liste d'avantages, mais mamie s'est dit l'interrompt. Arrête! Le parfait nazi, voilà ce que tu décris. Le parfait macho, dur, en acier, dépourvu de sentiments. Rudolf Hess, voilà ce que tu décris, le type qui dirigeait la chambre à gaz à Auschwitz. Surtout pas de sentiments. Les sentiments, c'est mou, c'est féminin, c'est répugnant. L'ennemi, c'est pas un être humain, c'est de la vermine. Et nous, on est des machines. Se concentrer sur les ordres, devenir des ordres. Tuer, tuer, tuer. Oh. Eh oui. 10 ans plus tard, cette image véhicule la pulsion de mort destructrice, fait penser à la guerre d'Ukraine et la Russie avec ses drones. Mais à propos d'un sujet actuel, l'intelligence artificielle, te fait peur? Quel est ton regard? Vous voulez que je tienne un discours? Non. Non. Et sinon, on passe à une autre question. Non, parce que là, tu as pu sentir quand même, finalement, maintenant il y a la guerre, c'est à côté. En Europe, tu habites en Europe, c'est à 2 heures de... C'est à côté, donc là, c'était une fiction. Oui, enfin... Moi, l'approche que j'ai de cette question est toujours une approche de femme, à savoir qu'on est tellement obnubilé en Occident par tous nos discours sur les différentes nuances de genre, gender theory, comme ça, qu'en fait, on ne voit plus que c'est les hommes qui font la guerre. Et que quand on ouvre notre télévision et qu'on voit les Russes, les Ukrainiens, les gens en Azerbaïdjan, contre les Arméniens, que ce soit en Afrique, les coups d'État récents au Sahel, etc. Partout, à 100% dans le monde, ce sont des hommes qui font ça. Et on n'ose pas le dire, on ne peut pas le dire parce qu'il n'y a plus de différence des sexes. Pardon. Ça, c'est ce que je considère comme grave. L'intelligence artificielle, c'est une façon de pousser à l'extrême, effectivement, cette logique qui a toujours été la logique du militaire depuis les débuts de l'humanité. Je viens de lire un livre remarquable de Barbara Ehrenreich qui s'appelle Blood Rights et qui retrace l'histoire, la raison pour laquelle ce sont des hommes qui font la guerre. C'est absolument passionnant. Je ne vais pas vous résumer sa théorie, mais en tout cas, si vous relisez Homère et l'Iliade, c'est déjà ce même besoin, bien sûr, pour les hommes de mettre entre parenthèses leurs émotions, tout ce qui pourrait être faiblesse et vulnérabilité chez eux, pour fonctionner comme des machines. Ça, c'est ce que je considère comme très, très grave. Et l'intelligence artificielle peut encore améliorer cette performance-là. Ouais. Je dois dire qu'un ami biologiste, un ami scientifique est venu chez moi récemment. On était en train de parler de ChatGPT et moi, j'avais jamais utilisé cette... Je la connais pas. Je ne connais pas. C'est la chose à qui on a donné la totalité de l'Internet à manger et qui donc peut engendrer des textes. Ah si, effectivement, oui. Donc il a dit, il le tutoie. Moi je ne connaissais pas. J'ai dit, est-ce que tu pourrais nous écrire un roman à la manière de Nancy Houston? Et alors?
Au bout de 3 secondes, il y avait déjà le premier chapitre. Donc c'était une c'était une sorte de version sirupeuse de Cantique des plaines, avec un personnage qui s'appelait Elisabeth et des plaines à l'infini. C'était pas mal, mais c'était avec du passé simple, ce qui est un truc que je n'utilise jamais. Et oui, c'était un peu... C'était rigolo, je pourrais vous le lire. Je devrais le trimballer dans mon téléphone pour le lire. Mais ce qui était... Ouais. Ça t'a fait rire? Oui, ça m'a fait pleurer un peu. Et comme le fait remarquer Naomi Klein, qui est une de mes idoles, jamais il n'a été question de copyright au moment où on a donné tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont juste bouffé tous les droits d'auteur du monde entier, en musique, en littérature, dans tous les domaines, en sciences, etc. Si les droits d'auteur passent à la trappe, c'est fini. Donc ça les enchaîne. Oui. Incroyable. Alors, dans tes livres, la violence que subit la femme est un thème récurrent comme un leitmotiv, surtout dans les domaines de la sexualité, comme une pulsion de mort en combat avec la vivance du sexe, du désir comme pulsion de vie. Qu'est-ce qui se joue là dans ta création? Moi, j'ai du mal à analyser mon propre travail, je dois dire. Je trouve que c'est plus aux autres de dire ce qui se joue là. Mais c'est clair que, comme tout le monde, j'écris à partir de à partir de mes accidents de tramway, quoi. Très intéressant. Et alors, justement, parce que tu parles des femmes à l'antériorité confisquée, des femmes avec des parties anesthésiées de son âme, oui. Des non-dits, oui. Qui passent d'une génération à une autre, comme une ligne de faille, pour reprendre les titres de tes livres. Il y a un lien entre les lignées, la généalogie et la sexualité pour toi. Les fantômes familiaux minent le terrain des vivants si on ne les dit pas, si on ne les nomme pas, si on ne les écrit pas. Comment on arrête la répétition? J'ai juste envie de revenir un tout petit peu en arrière pour la question précédente et ajouter ceci, et je reviens à celle-ci, que ces dernières années, j'ai donné beaucoup de temps à nouveau au thème de la prostitution. J'ai fait un livre qui est une lettre à Grisélie d'Israël, qui est une magnifique, un magnifique personnage et écrivaine, poétesse aussi. J'ai fait éditer ses poèmes complets chez Segers. C'est magnifique. Et donc, j'ai aussi changé un petit peu d'opinion à ce sujet. Et l'autre jour, je suis passée à la grande librairie et j'ai fait une sortie comme ça. Parce que, en fait, ce qui me dérange le plus, c'est le mépris, que tout le monde soit d'accord pour mépriser les prostituées. Je trouve que c'est juste totalement scandaleux et incompréhensible. Enfin, je peux le comprendre, mais ça n'est pas aussi évident que ça semblerait. Et donc j'ai dit, comment se fait-il qu'on est tous d'accord pour, dès qu'on est en colère, dès qu'on veut trouver quelque chose de méprisable, on dit putain, alors que vraiment ce qui est méprisable, c'est Poutine. Là, je comprendrais. Oui, Poutine, oui. Mais putain, non. Ça va les putains, quoi. C'est ok. Et je ne sais pas si on va arriver à changer quelque chose à cette donne très violente, surtout dans nos sociétés monothéistes, enfin qui dérivent du monothéisme et qui ont imposé à la femme une pureté qui n'a jamais été la sienne. Enfin, et c'est cette idée de la mère vierge est un des scandales de l'univers. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui n'est pas vierge, c'est une mère, après tout. Hello, mais ça c'est donc c'est un fantasme tellement fort, tellement important dans les 3 grandes religions qui dominent le monde humain de nos jours et qui ont
éliminer toute trace des déesses qui pouvaient exister dans des systèmes polythéistes, animistes, etc. Les puissances des femmes, qui ont enlevé tellement de puissance des femmes. Et il y a un livre que Grisalidis Real recommandait, que j'avais écarté comme ça quand il est paru il y a 30 ans, c'est Une femme qui court avec les loups. Si, Voilà, que vous connaissez. Moi, j'adore. Et qui est devenue un peu ma Bible, c'est-à-dire que au sens où je relis des passages, comme les gens vont chercher du réconfort dans la Bible, juste pour me rappeler que naturellement, on n'est pas faible du tout. Naturellement, on est forte, comme les louves. On est curieuse, on est secourable, on est puissante, etc. Et j'ai eu une expérience passionnante récemment, parce que ma fille, qui a 41 ans, a fait un film de fiction sur Maria Montessori. Et donc ça se passe au début du siècle, c'est une coproduction italienne, vous allez pouvoir, j'espère que vous allez pouvoir le voir bientôt. Ça s'appelle La Nuova Donna, c'est un film très féministe. Et elle m'a donné un rôle. Elle m'a donné un petit rôle je suis une mécène anglaise qui aide la Montessori à créer son école, etc. Or, ça a impliqué de porter un corset. Pour la première fois de ma vie, j'ai porté un corset. Et tout le monde dans cette haute société, comme Virginia Woolf à la même époque, portait un corset. Eh bien, je peux vous dire que si vous n'avez jamais essayé, c'est quelque chose. C'est dès qu'on vous serre les lacets devant derrière, vous cessez de réfléchir. C'est tout simplement ça. Vous ne pouvez pas aller à Oxford comme les frères de Virginia Woolf. Si vous avez un corset, vous ne pouvez pas réfléchir. Vous ne pouvez à peine aller faire pipi. C'est vrai. C'est une torture de chaque seconde. Et elle m'a dit, la jeune femme qui était la costumière et qui était une spécialiste des corsets, était très fière de sa spécialité et tout. Elle a dit, il faut juste vous dandiner un peu pour que les organes reprennent notre place, comme ça. Place. Et non, mais c'est pour ça, si vous avez déjà vu des films, ou quand on défait les lacets trop rapidement, les femmes pouvaient tomber dans les pommes parce qu'il y avait une chute d'organes. Donc il faut le faire très lentement, très doucement, etc. J'ai cherché le mot pour plexus solaire. En fait, ça écrase le plexus solaire. Et je ne trouvais pas le mot tellement j'étais devenue bête tout de suite. Dès qu'on a écrasé mon plexus solaire, je n'avais plus aucune intelligence. C'est ça, de détruire l'intelligence des femmes de bonne société. Parce qu'il ne fallait pas qu'elles veuillent s'éduquer, il ne fallait pas qu'elles veuillent travailler. C'est comme les pieds bandés des Chinoises. Au départ, l'idée, c'était que les riches paysans, ils voulaient prouver que leur femme n'avait pas besoin de travailler. Mais la preuve, elle ne peut pas marcher, voilà. Donc, elle ne peut pas bosser dans les champs. Bien sûr. Oui. Et en revenant justement à la sexualité et à ces milieux, les milieux où on ne dit pas les choses, où on ne les écrit pas, voilà, c'est comment on arrête la répétition de la violence de ce qu'on est, quoi. Alors, je ne peux que citer à cet égard le merveilleux auteur, c'est aussi une de mes idoles, c'est James Baldwin, qui a cette phrase extraordinaire. Il dit, il faut toujours maintenir présente à l'esprit deux idées qui semblent contradictoires, à savoir, la première, il y aura toujours de l'oppression. Et la deuxième, ça vaudra toujours le coup de lutter contre l'oppression. Okay, intéressant. C'est important, c'est exactement ça. C'est-à-dire, non, la littérature ne va pas sauver le monde, ni les mouvements de femmes ne vont sauver le monde ne va pas être sauvé, mais ça vaut le coup de faire ces manifestations, de faire ces livres, de venir, merci beaucoup, un samedi matin à discuter littérature dans une librairie à Buenos Aires. Ça vaut le coup. Quand j'étais dans l'avion pour venir ici, j'ai regardé les titres de films, il y avait presque rien qui me tentait, sauf j'ai vu pour la première fois Marjane Satrapi, Persepolis. Ah oui. Et je n'avais pas vu à l'époque, j'en avais bien sûr entendu parler, j'admire Marjane Satrapi, je n'avais pas vu ce film.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui l'ont vue, elle raconte quand elle est arrivée à Vienne, ses parents l'ont fait sortir du pays parce elle avait la langue trop délirante, bien pendue. Oui. Elle refusait de se taire à l'école et elle se mettait en danger comme ça. Donc ils l'ont mise dans une pension à Vienne et elle allait dans une école et elle était complètement paumée au début. Puis elle a été prise en amitié par une bande de punk. Donc c'était ça, c'est l'époque années 80, etc. Et les cheveux comme ici, des piercings partout, et fumer, et shit, et aller dans des concerts et tout. Mais le chef de cette bande, il tenait un discours totalement nihiliste en disant de toute façon la vie c'est de la merde, les gens s'inventent des raisons de vivre mais de toute façon on meurt, rien ne vaut la peine, etc. Et au bout d'un moment, elle n'en peut plus d'entendre ça. Dans un milieu privilégié, riche et tranquille, comme tous les nihilistes. Romain Gary disait « le nihilisme est un luxe comme le cigare ». Et elle dit « tu n'as pas le droit de parler comme ça quand il y a des gens chez moi qui luttent pour avoir un peu de liberté. C'est pas possible que tu parles comme ça, je ne supporte plus ». Voilà, elle finit par quitter le groupe, quoi. C'est incompatible. Et ça, c'est important aussi de se rendre compte. C'est le fait qu'il y ait ces oppressions aussi, ça donne un sens à notre vie. On peut pas rester là, tourner en rond. Est-ce que la vie a un sens? C'est une merde, voilà. Nous donnons du sens à notre vie à travers les choses que nous choisissons de valoir la peine. Oui. Alors, est-ce que tu veux lire au dernier, on va chercher le voilà. Oui. Parce que dans Nord perdu, tu as suivi aussi 12 France, comme les chiffres 12. Mais quand on l'entend, ça fait 12. Et ça fait penser à Charles Trenet avec sa chanson 12 France. Et alors, et là, tu parles, j'adore la cosmopolite. Donc, est-ce que tu peux lire? Avec joie. Oui, donc c'est 12 France différentes que j'ai découvertes, aimées ou pas aimées. Parce que c'est jamais facile de... Enfin, on ne dit jamais la vérité si c'est juste oui ou non. Est-ce qu'on aime un pays, bien sûr. Heureusement que je suis là pour représenter la France, dit Catherine. Et comme cela nous arrive souvent, nous regardons autour de la table et constatons, étonnés, qu'en effet, des 6 ou 8 ou 10 convives qui depuis 3 heures se délectent ensemble de mets français, boivent du vin français et partagent en français leurs problèmes, leurs opinions et leurs espoirs. La seule à être née dans ce pays est Catherine, ou François, ou Séverine, selon les cas. Les autres sont originaires d'Europe centrale, du Moyen-Orient ou de l'Amérique du Nord. Ils vivent ici depuis 10, 20 ou 30 ans et ne voudraient pour rien au monde vivre ailleurs. Leur expatriation a des raisons multiples et variées, mais tous chérissent dans leur pays d'adoption la place que ce pays s'est ménagée à la beauté et aux formes, qu'il s'agisse de littérature, de cuisine ou de conversation. Les Français savent vivre et même parfois laisser vivre. Je ne sais pas si je suis encore d'accord avec ça. C'est ça, c'est vite, si on est toujours d'actualité, c'est ça que je voulais te poser. La question c'était... Je suis assez loin de cette attitude maintenant. Bon, mais le monde a changé, il faut dire. La persifleuse, je suis encore d'accord, oui. La France était... Non, Moi, je me souviens une fois que j'ai dit... Ce que j'ai aimé en France, c'est qu'elle est superficielle. C'est-à-dire qu'elle prête une attention à la surface que je trouve rassurante. La surface, par là, je veux dire bon, le maquillage, les bijoux, la nourriture, des choses comme ça. Et ça, c'est un peu ce que j'essaie de dire ici, c'est que si on investit ces choses-là, on est tranquille et on peut se détendre pour parler. Oui, c'est ça. Bon, ça rassure quelque part aussi. Ça veut dire que ça rassure dans la surface. Oui.
Mais c'est un petit chapitre bourgeois, je trouve. Là. Je suis moins bourgeoise, je crois, qu'à l'époque. Ouais, j'étais encore avec Todorov. Et je suis partie et j'habite un quartier beaucoup plus mélangé du point de vue social et ethnique. Nous, on était toujours dans le centre, ce que j'appelle maintenant Paris. Le plateau, comme ça, je descends en ville quand j'y vais, parce que là, je suis en haut, dans les hauteurs du 20e arrondissement, au-delà du Père-Lachaise, très près du périphérique. Et c'est très, très important pour moi de ne pas être dans un quartier entièrement bobo comme ça. Je ne peux pas le supporter, je ne peux plus le supporter. C'est vrai. Mais c'est pour ça, la question, c'était parce que les choses ont changé. Oui. Et Paris a changé, et le monde a changé. Oui. J'ai aussi reçu ce matin, par hasard, une lettre d'un ami qui est le veuf d'une écrivaine qui a beaucoup compté pour moi, Pierrette Fleutiot. Vous ne connaissez peut-être pas. Cortázar a préfacé son premier livre de nouvelles parce qu'elle écrivait des nouvelles fantastiques. Et elle est décédée maintenant. Elle a déménagé dans le 20e arrondissement. Elle était à Saint-Fargeau et elle est maintenant dans le Père-Lachaise. Oui, dans les cimetières. Hein? Mais c'est vraiment, elle était à 500 mètres de chez moi là-bas et maintenant elle est à 500 mètres ici. Bon. Mais c'est une attaque de Pierrette contre Michel Polack qui avait attaqué mon livre sur les professeurs de désespoir, justement. Et peut-être que je pourrais vous lire ça, bien si sûr. Vous avez encore le temps. Si, parce que je trouve sûr. ça... Bien sûr. J'avais oublié tant l'attaque que la défense, et je me suis dit, la France a changé en bien de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Michel Polack, dans Charlie Hebdo, a écrit cet article vraiment ignoble contre moi. Et je pense qu'il ne pourrait plus publier un texte comme ça aujourd'hui. C'est plus possible. C'est tellement méprisant. C'est fascinant. J'avais pas prévu de faire ça, mais ça me revient Mais c'est très important. Ça veut dire que tu te sens à l'aise. Je me sens très à l'aise. Merci beaucoup, Monica. Mais c'est pas qu'à moi, c'est à tous les gens qui sont là. À vous tous. Cher Michel Polack, votre article dans Charlie Hebdo du 24 septembre 04, intitulé « La maman et les putains du néant », sur le livre de Nancy Houston, professeur de désespoir, m'a mise mal à l'aise, ou plutôt a réactivé un très ancien malaise et enfoui, si diffus, si consubstantiel au fait d'être femme, qu'il n'est pas facile à cerner et que j'y ai presque toujours renoncé par démission, par manque de temps, par timidité aussi, ou parce que je me disais que j'avais mieux à faire. Quand même, vous m'avez un peu énervée. Vous écrivez à propos des grands auteurs considérés dans le livre. Malheureusement, Nancy Houston s'est attaquée à trop forte partie. Pourquoi, diable, ces auteurs seraient-ils une trop forte partie pour Nancy Houston, qui les a lus et réfléchi sur eux, et les a intégrés dans son univers culturel? Serait-il interdit? Pour quelle raison? Y a-t-il une chasse gardée, une forteresse réservée, une sorte de club auquel Nancy Houston ne saurait accéder, auquel peut-être les femmes ne sauraient accéder, ou que sous certaines conditions? Je le crois bien, oui. C'est entre nous de certains intellectuels ou para-intellectuels. Cela se perçoit vite chez tel ou tel, pas besoin d'être grande féministe. Peu de femmes ne l'ont pas éprouvé, même si, comme moi, elles ont la flemme d'aller y voir de plus près. Il existe très fortement même chez nous, ici, en France. Pendant très longtemps, je n'ai pas osé aborder l'histoire dans mes propres romans, ni même aborder des personnages inscrits dans une société précise. C'est pour ça qu'elle écrivait des nouvelles fantastiques, à la Cortázar. Il me semblait confusément que je n'en avais pas le droit, et il m'a fallu faire une sorte de grand détour par le fantastique avant de m'autoriser à m'approprier ce qui est le bien commun de tous. Il y avait malaise en moi. Et il y a malaise à la lecture de votre article. J'y retrouve cette même condescendance un peu bébête, un peu vulgaire,
inconsciente, hélas, chez leurs auteurs, qui m'a paralysée et me paralyse encore parfois. Vous écrivez sur le livre de Nancy Houston, « Trop, c'est trop ». Et ça fait un pavé de 400 pages. 400 pages. Est-ce un pavé pour des gens habitués à lire? Et bon sang, pourquoi ces 400 pages seraient-elles trop? Elles ne m'ont pas paru trop longues à lire, ces pages. Malgré la somme considérable d'informations qu'elles donnent, elles ont une grâce qui les rend légères à parcourir. Trop de pages pour Nancy Houston? Serait-ce parce qu'elle ne joue pas le jeu de la pensée auquel vous êtes habitué, qui vous convient? Serait-ce parce qu'elle aborde un sujet d'une manière tout à fait autre? Je n'aime pas trop non plus votre façon très réductrice et encore une fois condescendante de résumer la position de Nancy Houston. Elle écrit en effet: le néant est en fait une chose étroite et étriquée. Et hop, vous courez sur un drapeau rouge, vous courez sus au drapeau rouge, ah les petits oiseaux, les petites fleurs, Sœur Emmanuelle, etc. Ça c'est lui. Mais qu'est-ce qui vous permet d'écrire, pardonnez-moi, de pareilles conneries? Nancy Houston n'aurait-elle pas le droit de penser le néant? Ne pouvez-vous accorder à sa pensée un minimum de sérieux, de respect? Cette pensée ne mérite-t-elle pas un peu d'attention véritable plutôt que de l'ironie méprisante, genre petites fleurs, petits oiseaux, qui est justement de la non-pensée? Vous écrivez encore: elle, Nancy Houston, s'abreuve de la tendresse du lait maternel, elle jouit d'être femme et mère. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il me semble qu'elle a écrit de nombreux essais où elle étudie justement ce que c'est d'être mère. Et ce n'est pas tout, pas du tout, petits oiseaux et petites fleurs, si vous aviez lu. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez contre les oiseaux et les fleurs, lesquels ne sont pas toujours petits? L'expérience de la maternité et de la paternité est, il est vrai, une part importante de la réflexion de Nancy Houston. Et c'est une expérience, en effet, tout aussi intéressante et digne de réflexion que son contraire, le refus de procréer et d'élever des enfants. Peut-être plus, finalement. La procréation et sa suite, élever des enfants, est un fait majeur de la situation humaine. Il doit donc être pensé. Il l'a été chez ceux qui le refusent et vous applaudissez. Lorsque ce fait est pensé par celles qui l'acceptent, et il ne s'agit pas de s'y abreuver et d'en jouir, comme vous dites, vous voyez rouge. Mais pourquoi? Nancy Houston s'est toujours portée vers la pensée avec son être global, avec son cerveau, son corps, sa biographie personnelle, ses lectures. Et elle aborde aussi les auteurs qu'elle étudie de la même façon. Ce n'est pas habituel chez nous, c'est dérangeant, cela m'a parfois dérangé, agacé, mais il ne me serait pas venu à l'esprit de la renvoyer au rayon petits oiseaux, petites fleurs, ni de la renvoyer au supermarché, entre guillemets, sous l'enseigne positivée, comme vous le dites. Amusant cela, mais pas si amusant à bien y regarder, et très faux. Finalement, c'est dans un bar que vous nous emmenez, et voici ce qu'on y entend. Cette nana, elle se mêle de ce qui la regarde pas, qu'elle nous foute la paix et retourne à ses chiards. Merci Pierrette. Merci, merci Nancy, merci beaucoup. Merci à vous tous.